Vincent Chaudel, bonjour. Bonjour. 10 des 20 clubs engagés cette saison en Ligue 1 sont donc sous pavillon étranger. Cela concerne également 4 clubs de Ligue 2. Alors très simplement pour commencer, Vincent Chaudel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le championnat de foot français ? Le fait qu'il y ait des investisseurs dans le championnat, c'est plutôt une bonne chose. La question d'après, c'est de savoir ce qu'ils vont faire réellement de leur investissement. Est-ce qu'ils sont là pour gagner de l'argent rapidement et auquel cas c'est des stratégies spéculatives et quand elles ne sont pas au rendez-vous, ils ont plutôt tendance à se désengager. On l'a vu malheureusement à Bordeaux. Ou est-ce que ce sont des investissements plus dans la durée parce qu'ils viennent nourrir une réflexion plus globale? C'est le cas de, a priori, Monsieur Textor à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il a un club au Brésil, il a un club en Belgique, et donc on voit bien que ce n'est pas un coup de tête, mais une réflexion globale avec différents marchés. Le marché du talent brésilien, le marché belge, qui est souvent un marché où on retrouve beaucoup de joueurs africains, et le marché lyonnais, le marché français, avec l'OL qui est un des meilleurs centres de formation et un club capable d'aller jouer en Ligue des Champions. Est-ce que c'est le seul moyen, ces investisseurs étrangers, pour que la Ligue 1 progresse par rapport aux voisins européens? C'est pas forcément le championnat, je sais pas si on peut parler de prestige, mais en tout cas, peut-être c'est pas forcément là où il y a les meilleurs clubs. En tout cas, si on prend le championnat dans sa globalité, est-ce que ça peut permettre de rehausser le niveau de notre championnat? L'arrivée des investisseurs étrangers est plutôt un bon signe, c'est-à-dire que ça permet à des clubs d'avoir les moyens de se renforcer, donc d'avoir des équipes plus performantes. On a vu un Stade Rennais être plus performant sur la scène européenne. On a vu un LOSC tenir son rang de champion de France au niveau de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc on voit un OGC Nice qui progresse d'année en année. Donc c'est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens de l'histoire. La question, c'est de savoir si on n'aurait pas pu faire la même chose avec des investisseurs français, parce que des milliardaires en France, on en a. Seulement, ils ne s'intéressent pas ou peu au sport et au football en particulier. Mais le fait qu'il y ait ces investissements, c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle pour le football français. Et d'un point de vue purement sportif, est-ce que ça ne crée pas un trop grand déséquilibre entre les clubs possédés par des investisseurs étrangers et les autres qui ont de fait peut-être un peu moins de fonds de caisse? L'arrivée de ces investisseurs a tendance à déséquilibrer ou du moins à polariser la performance des clubs. Il y a des clubs, on va dire qu'il y a un groupe de clubs à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis il y a un groupe de clubs en dessous de 40 ou 50. Et évidemment qu'à un moment donné, la différence se perçoit sur le terrain, sauf accident comme les Girondins de Bordeaux la saison passée. Mais globalement, c'est cela. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau si on regarde le football européen, c'est un phénomène nouveau en France parce que en France on avait très peu d'investisseurs jusqu'ici et donc on avait plutôt un groupe assez compact de clubs en termes de budget, assez homogène, mais plutôt homogène vers le bas. Dans les autres championnats, on a un groupe de 5, 6, 7, 8 clubs qui ont des budgets de 100, 150, 200, 300, 400, voire 500 millions d'euros. Du coup, on peut estimer que dans les prochaines années, tous les clubs de Ligue 1, mais il y en a aussi en Ligue 2, seront propriétés d'investisseurs étrangers. C'est dans ce sens-là que va le football, toujours plus d'argent pour toujours plus de niveau et de victoires? Alors, je ne sais pas s'il y aura plus d'investisseurs étrangers, mais il y aura probablement plus d'investisseurs tout court. C'est le sens de l'histoire d'une façon générale. Des clubs associatifs au niveau professionnel ou détenus par des notables locaux au niveau professionnel, j'entends première division voire deuxième division. En Europe, c'est de moins en moins la tendance. Donc, par rapport à ça, oui, c'est ce que l'on risque de voir, mais à horizon 3-4 ans, la nouvelle Ligue des Champions avec ou pas de Super League, avec des gros clubs d'une ligue fermée ou pas, ce sont vraiment les questions qui vont se poser plus que la question de l'investisseur national ou international. Est-ce que le risque à terme, c'est pas que l'argent prenne vraiment le pouvoir sur le football et surtout sur les ligues qui organisent les championnats? Je pense évidemment à cette Super League qui avait été proposée. Finalement, ça a été un échec après un immense tollé international. Est-ce que c'est pas le risque que ça se transforme en des ligues privées comme on peut le voir sur d'autres sports?
sport dans d'autres pays. Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est finalement le futur du sport ? Le projet de Super League a échoué en 2021, mais il revient en 2022 et l'avenir de ce projet se joue actuellement à Bruxelles au niveau de la Cour de justice européenne. C'est une éventualité que ce soit l'avenir du sport. En tout cas, ce qui est assez surprenant ou intriguant, c'est que ce projet n'est pas venu des clubs détenus par des grands investisseurs. Il est venu de clubs détenus par des socios, notamment le Barça et le Real. Donc le paradoxe, c'est que ce qui était présenté comme le diable, qui était une ligue fermée, n'est pas venu de ceux qui ont de l'argent réellement, mais est venu de clubs détenus par des supporters. Maintenant, il faut peut-être aussi dédiaboliser ou se détendre sur le sujet d'une ligue fermée pour tous les amoureux de basket. Que la NBA soit ouverte ou fermée, je ne crois pas qu'elle soit absente d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans les ligues américaines, même si ce sont des systèmes fermés. Et si on veut même être totalement sincère, aujourd'hui nos ligues ouvertes sont fermées pour les 3/4 des participants de la Ligue 1, pour les 3/4 des participants de la Ligue des Champions. Si vous regardez sur 10 ou 20 ans les clubs qui sortent des phases de poule de Ligue des Champions, vous allez retrouver la plupart du temps des clubs qui sont issus de ce qu'on appelle le Big Five, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre. Vous avez de temps en temps un club néerlandais, l'Ajax, vous avez de temps en temps un club portugais, le FC Porto, mais la plupart du temps ce sont les clubs issus des grands championnats. Donc la Ligue fermée, elle est quasiment déjà fermée, mais le sens de l'histoire, c'est que si on va vers cette ligue fermée ou si on va vers une Ligue des Champions plus importante, on aura des championnats domestiques, des championnats nationaux moins importants en quantité. Probablement que l'avenir sera d'avoir une Ligue 1. Là, on va passer de 20 à 18. On est en 20 cette année, club. La saison d'après, on sera à 18 clubs. Mais l'avenir européen est probablement à des premières divisions à 16 clubs.